beaucoup Camille pour cet exposé qui m'a fait apprendre beaucoup de choses, je dois dire. Donc je suis ravie d'avoir retenu votre thèse pour notre première thèse en poche. On va passer maintenant au temps d'échange avec le public. Petit rappel, comme tout est enregistré, il faut que vous ayez en main le micro que je vais vous passer pour poser vos questions. Et puis Camille y répondra avec la modération de son directeur de thèse, Didier Le Gall. Alors, est-ce qu'il y a des questions parmi le public ? Alors moi j'en avais une sur la sélection que vous avez pu opérer pour avoir toutes ces différentes familles de mères lesbiennes. Quels ont été les critères, comment ça a pu se passer cette sélection pour obtenir justement toutes ces familles, toutes ces mères. Donc j'avais des critères qui étaient de faire varier les formes familiales, l'âge des enfants et le sexe des enfants. Et puis après ce premier tri, j'aurais voulu aussi pouvoir faire varier la classe sociale, la couleur de peau des personnes, j'avais l'âge aussi, voilà. Ce que je n'ai pas pu faire parce que j'ai recruté par réseau, c'est-à-dire que j'ai envoyé un message aux personnes que je connais qui ont renvoyé aux personnes qu'elles connaissent et en espérant ce qu'on appelle un effet boule de neige, c'est-à-dire que les personnes concernées renvoient à d'autres personnes concernées. Seulement, quand j'ai fait mon terrain de thèse, après le débat public pour le mariage, autour de la loi pour le mariage pour tous et toutes, en fait, les homoparents étaient lessivés de la médiatisation et des sollicitations et puis des discours qu'il y avait eu sur eux depuis des mois. Et donc, j'ai eu le plus grand mal à recruter après la loi. Peut-être que là, ce serait un autre cadre à nouveau où on pourrait refaire plus tranquillement des entretiens, mais le fait est que ensuite, j'ai dû clôturer ma phase d'enquête aussi parce qu'il faut terminer et passer à autre chose. Mais c'est vrai qu'idéalement, j'aurais voulu avoir une plus grande variété de personnes. Parce que comme je l'ai montré, mais c'est passé sur une diapo, mais sans que j'aie le temps de le dire, les personnes que j'ai interrogées correspondent à des critères assez homogènes. C'est-à-dire que sur 36 personnes, j'ai 35 femmes blanches, 35 femmes qui sont cisgenres, c'est-à-dire dont l'identité de genre correspond au sexe assigné à la naissance, donc une personne qui se dit trans. La plupart, elles font partie des classes sociales moyennes et supérieures. Elles sont très très diplômées, bien plus que la moyenne nationale. Voilà, donc c'est des choses comme ça que je n'ai pas pu faire varier. Il faut faire avec les personnes qui ont répondu. Ce qui est classique, c'est souvent les personnes les plus favorisées parmi les personnes qui acceptent de répondre à une enquête, c'est souvent les plus favorisées d'entre elles qui acceptent de le faire. Il est toujours difficile d'avoir accès aux personnes moins favorisées. Enfin, surtout sur un sujet comme celui-ci, quoi. Explique pourquoi dans les couches moyennes moins favorisées, on trouve ou on a de déclarer un moins grand nombre de personnes homosexuelles. Au niveau statistique, oui. En plus, c'est corroboré par les études statistiques au niveau national, qui effectivement, même les personnes qui se déclarent en couple de même sexe dans une enquête statistique sont plus nombreuses dans les catégories plus favorisées. Donc, on n'a pas d'explication, comme il n'y a pas encore d'études, il n'y a pas d'enquête nationale qui permette de définir une représentativité de ces familles dans l'ensemble de la population. Donc on peut juste avoir des
des hypothèses sur pourquoi elles sont plus nombreuses dans les classes plus favorisées. C'est sûrement de la surdéclaration, mais c'est une hypothèse. Bien comme ça. Bonsoir. J'ai énormément de questions, mais peut-être que je peux en poser quelques-unes et Camille prendra le temps de prendre aussi ce qui t'intéresse. Il y en a une qui est peut-être en fonction de ce que tu as montré, et c'est peut-être moi qui ai eu une lunette particulière. J'ai l'impression qu'on voyait beaucoup de mères non statutaires. Et du coup, je voulais savoir si dans les entretiens que tu as faits, il y a une différence entre mères statutaires, mères non statutaires aussi sur les questions que tu as développées dans ces entretiens. Je voulais juste une question de précision. Donc, c'est bien 2 groupes différents que tu as interrogés à un moment ou à un autre, ou c'est le même groupe que tu as interrogé à 2 moments? 2 groupes différents. 2 groupes différents, ouais. d'accord. Et je voulais aussi peut-être poser 2 questions qui sont un peu des ouvertures. L'une, c'était de savoir si tu avais eu des contacts avec les enfants et si tu avais pu parler avec eux aussi de ce qu'eux avaient à dire de ces questions-là. Et l'autre, c'était si l'occasion se donne, est-ce que tu aurais envie de développer un petit peu les différentes pratiques de résistance dont tu as parlé et qui avaient l'air d'être très diverses et très intéressantes. Voilà. Donc la première question, c'était sur s'il y a une différence entre les mères statutaires et non statutaires dans les réponses que j'ai données. Donc là, si j'ai mis en exergue plus de verbatim de mères non statutaires, c'est un hasard. C'est pas une analyse particulière. Dans les faits, il y a des différences entre mères statutaires et non statutaires, mais moi, j'ai pas trouvé de différence en ce qui concerne les normes du genre. Je trouvais des comportements similaires parmi toutes les mères avec différents statuts. Ça n'avait pas l'air de jouer en ce qui concerne les normes du genre. Donc là, hasard de présentation. Question suivante, c'était sur les enfants. Est-ce que j'ai eu affaire à des enfants? Donc j'ai pu en croiser, mais ils n'étaient pas dans mon protocole d'enquête. Quand j'entrais dans les chambres pour faire une observation, donc j'avais une grille d'entretien, les enfants avaient toujours été prévenus à l'avance par courrier. Jamais j'ai fait l'observation avec un enfant dans la chambre, mais c'est pas parce que c'est moi qui l'ai demandé, c'est parce que en fait, comme les entretiens avaient lieu à domicile, je pense que les mères s'arrangeaient pour que les enfants soient pas là, de manière à pouvoir être disponibles entièrement pour l'entretien, ce qui était une bonne idée, parce que quand les enfants étaient là, c'était pas pratique. Donc, et j'ai pas souhaité du tout les interroger, parce que vraiment, je pense que ça demande une problématisation et un protocole particulier que je voulais pas faire de maladresse en me disant « Ah, je peux poser des questions comme ça en passant ». Donc j'ai interagi avec les enfants que j'ai rencontrés, bien sûr, mais j'en ai pas profité pour leur soutirer des informations en passant. Et je suis plutôt tranquille avec ça parce que dans les faits, c'était un peu spécial pour eux quand même. La position qu'on vienne interroger leur mère, c'est quand même particulier comme moment et donc ça les met dans une position de se sentir dans une famille particulière, etc. Et donc moi, je n'aurais pas souhaité... ça ne s'est pas trouvé. Et alors sur les différentes stratégies infrapolitiques, c'est assez compliqué parce que il y en a de toutes sortes et vraiment de plein de natures différentes. Je les ai regroupés, on va dire, par grandes manières de faire. Ce dont j'ai eu l'impression, c'est que, par exemple, il y avait une stratégie de normalisation, c'est-à-dire d'utilisation des normes de manière consciente, de mettre en avant les points communs qu'ont leurs familles avec les normes pour les rendre lisibles, pour les rendre acceptables, pour que les enfants sachent se défendre, pour se protéger des agressions, pour tout un tas de raisons. Et ça ne voulait pas dire que c'était vraiment une adhésion à ces normes, mais parfois ça l'était. Mais que c'était plutôt une manière de... Enfin, oui, parce que
en gros, toutes les formes de famille lesboparentales, elles s'éloignent nécessairement de certaines normes du genre. Soit elles sont 2 femmes et elles font une famille sans hommes, soit elles sont plus de 2 parents et donc elles sont plus une famille nucléaire. Enfin, dans tous les cas de figure, elles ont des éléments qui se décalent par rapport à la norme, mais c'est assez rare les personnes qui vont me dire ce qu'on voulait, c'était le décalage avec la norme. Elles vont plutôt me dire ce qu'on voulait, nous on a choisi parmi toutes les normes de la famille, c'est celle-ci qui nous semblait la plus importante et donc on a mis en avant telle chose. Ce qui est une manière aussi de montrer qu'en fait elles ont à cœur l'intérêt de leurs enfants et donc de dire on n'a pas pris ces questions-là à la légère puisque la société ne les prend pas à la légère, nous non plus. Donc on a choisi en se posant vraiment les questions, en sous-pesant les avantages, les désavantages de telle forme, etc. Après, la manière de le présenter, pour moi, c'est une stratégie infrapolitique de résistance à la domination parce que qu'elles adhèrent ou non aux normes, c'est la manière, c'est une présentation de soi stratégique et maligne. Après, il y a un autre groupe d'actions que j'ai appelé défier la limite. En fait, donc James C. Scott, l'auteur, l'anthropologue qui a conceptualisé l'infrapolitique tel que je l'ai mentionné, lui, il dit que la ligne entre ce qui est permis de faire et pas permis de faire, entre dominé et dominant, c'est un lieu d'enjeu toujours actif et toujours vivace. Et en fait, c'est jamais un terrain qui est laissé vacant pour que le groupe opposé l'occupe, mais qu'il est au contraire toujours gagné par des luttes actives. Par exemple, elles vont défier, elles vont pousser les limites au-delà de ce qui est permis à plein de niveaux. Par exemple, le fait la PMA est interdite en France, elles sont des milliers à traverser la frontière et à être inséminées dans des cliniques à l'étranger. Et à revenir en France et à faire reconnaître leurs enfants dans la société française. Et donc ça, c'est aussi... donc, cette limite, elle est défendue très fort par les opposants. Parce qu'en fait, il y a un des couples que j'ai interrogé, quand elles se sont mariées, elles ont lancé un processus d'adoption. Et là, un juge, en première instance, a dit mais comment avez-vous eu vos enfants? Vous êtes allés à l'étranger pour les faire? C'est interdit. Donc moi, votre demande d'adoption, je la rejette parce que ce que vous avez fait, c'est vous avez eu votre enfant de manière illégale. Donc je ne reconnais pas, je refuse la filiation. Alors même que, alors je n'ai plus les noms des instances exactement, mais il y avait des recommandations des instances judiciaires pour que les familles homoparentales, pour que les femmes qui ont eu leur enfant par IAD à l'étranger aient accès à ces procédures d'adoption. C'est-à-dire qu'ils avaient des instructions. Et donc un juge militant, mais d'opposition, lui aussi, il défend la limite et il voit bien que c'est bien une limite qui est en train d'être grignotée malgré la loi, malgré ses convictions à lui. Donc voilà, il y a eu en appel, elles ont eu l'adoption, enfin l'adoption a été accordée en cours d'appel. Mais donc voilà, il y a cette limite-là, par exemple. Il y a aussi toute une forme de stratégie que j'appelle une sorte de gestion entre la visibilité et la discrétion. C'est-à-dire, étant donné que le contexte social est quand même plutôt homophobe et hostile, toute visibilisation, toute publicisation du lesbianisme est une prise de risque à plein de niveaux, au niveau symbolique, mais ça peut être au niveau matériel. Et donc, par exemple, il y a une mère qui a voulu... quand son patron a appris qu'elle était en couple lesbien avec des enfants, il a fait changer le règlement intérieur de l'entreprise pour qu'elle ait plus accès à l'assurance avec sa famille. Voilà, des choses comme ça. C'est-à-dire, quand on publicise ces informations-là, il peut y avoir des retombées. Elles le savent, il y en a. C'est pas du tout... c'est pas symbolique et c'est pas seulement des atteintes à la dignité, c'est aussi des vrais préjudices matériels qui les fragilisent. Donc elles font attention à comment elles vont gérer cette information.
Donc quand elles vont se présenter en tant que famille lesbo-parentale à l'école, à la crèche, à l'administration, à l'hôpital, etc., c'est sans cesse des actes de défi de la limite, parce que derrière, elles ne savent pas en fait comment ça peut être pris. Mais gérer la discrétion, on peut aussi penser que c'est une stratégie, parce qu'elles font en sorte de continuer à exister et à ce que leur famille ait accès à toutes ces façons, enfin à tout ce qui peut permettre la vie quotidienne. Donc ce n'est pas un renoncement forcément, la discrétion, ça peut aussi être une manière de gérer l'information de manière pragmatique. Voilà. Donc j'ai ces exemples-là qui me viennent en tête, mais je pourrais en avoir d'autres. Bonsoir, en tout cas, Bonsoir. votre intervention était très intéressante, Merci. très éclairante. Moi, je voulais vous demander, est-ce que vous savez, donc ça a dû sortir dans les chroniques il y a plus d'un an, je pense, ce couple, donc c'est une autre situation en fait, hein, ce couple homoparental qui avait dû adopter un enfant d'une mère porteuse états-unienne. Et finalement, donc les parents voulaient que l'enfant acquiert la nationalité française. Il me semble que l'enfant est dans une situation de non-droit. Est-ce que ça évolue un petit peu? Alors, je ne saurais pas, j'ai peur de vraiment dire des bêtises, peut-être que Didier, vous savez pense plus. Je pense que vous faites référence au couple Ménesson, c'est ça, non? Voilà. Non, a priori, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'avancée. Mais d'une certaine manière, comme l'évoquait Camille, un juge peut dire « bah non, je ne veux pas reconnaître parce que… » bon. Et dans le même temps, la Cour européenne de justice des droits de l'homme va finir par dire « oui, mais là, dans l'intérêt de l'enfant, il faut bien qu'il ait une filiation ». Et là, l'ambiguïté, dans le cas Émosson, c'est qu'ils ont eu 2 filles, donc qui sont nées d'une mère porteuse aux États-Unis. Et quand ils sont revenus en France, bon, dans un premier temps, ça ne pose pas trop de problèmes, mais à un moment donné, aux 18 ans de l'enfant, ces jeunes filles-là sont américaines et elles vont être expulsées. Ah bah oui, parce qu'elles sont américaines, elles ne sont pas françaises. Donc quel statut elles ont en étant majeures en France? Elles ne sont pas touristes, elles ne sont pas… Voilà. Alors il y a plusieurs associations et on peut penser que là encore, avec l'appui des droits de l'homme, à un moment donné, dans l'intérêt donc des enfants, même s'ils deviennent adultes, bon là encore, la loi va s'infléchir, quoi. Mais là encore, c'est une manière de subvertir donc le modèle familial de type patriarcal, et puis ça permet là encore de travailler sur la ligne, comme l'évoquait Camille. Donc le faire famille, finalement, se différencie, mais sur le fond, en fait, c'est une question, j'ai envie de dire, d'amour entre les individus. Bon, d'amour entre adultes et d'amour avec les enfants, quoi. D'autres questions? Oui. Donc, merci Camille, c'était super. J'avais une question concernant les enfants des couples homoparentaux. De manière générale, est-ce qu'il y a eu des recherches sur justement comment ils vivaient le fait de porter sur leurs épaules le fait qu'ils avaient des parents de même sexe, et voilà, ça m'aurait intéressé. Merci. Alors, oui, bien sûr, il y en a eu beaucoup. Surtout dans les pays anglo-saxons et notamment aux États-Unis, parce que le critère du développement des enfants est très pris en compte dans les rendus de justice qui concernent des familles homoparentales. Et comme la justice se fait par jurisprudence beaucoup plus qu'en France, il y a des études qui ont été faites pour avoir des données sur le développement des enfants qui sont élevés dans des familles homoparentales. Et ce sont des questions qui sont depuis le début de l'étude sur des familles homoparentales. Donc, ce qui ressort des méta-analyses, si on rassemble l'ensemble des résultats de ces différentes études qui n'ont pas toutes été conduites exactement de la même manière, qui parfois sont
plutôt issus de la psychologie, parfois plutôt avec une approche sociologique. Voilà, en fond. Il y a certains critères qui ont été pris en compte et en général, ces études ont montré qu'il n'y a pas de différence de développement entre les enfants élevés dans des familles homoparentales et des enfants élevés en familles hétéroparentales. En général, ce qui a été regardé, c'était des critères comme alors l'épanouissement personnel, des critères de bien-être qui sont, je ne sais pas comment ils sont évalués dans les tests psychologiques, mais c'est ce genre de critères-là. Il y a est-ce que les enfants vont avoir des réseaux amicaux de la même ampleur que d'autres enfants élevés dans des familles hétéroparentales? Est-ce que alors les critères, oui, il y a aussi des critères d'orientation sexuelle, c'est-à-dire une des questions importantes dans ces études-là, c'est est-ce que les enfants élevés dans des familles homoparentales sont eux-mêmes homosexuels? Et les résultats montrent qu'ils sont ni plus ni moins, c'est-à-dire il y en a qui sont homosexuels, comme des enfants élevés dans des familles hétéroparentales sont aussi homosexuels, et donc il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Les petites différences qui ont été trouvées dans les comportements, c'était de dire quand même, ce sont des enfants qui souvent ont des notions des normes du genre plus fluides, moins strictes que les enfants élevés dans des familles hétéroparentales. C'est-à-dire qu'en fait, ils connaissent très bien ce qui est attendu par la société. Ils sont tout à fait au courant des rôles de sexe tels qu'ils sont définis par la société. Donc, je me souviens de l'exemple d'une étude qui dit, en gros, ils savent que un homme va plus souvent se servir d'un marteau qu'une femme, et que, si on leur demande d'associer objet et homme-femme, et le biberon, ça va plutôt être les femmes. Mais eux, dans leur manière de raconter qui va utiliser quoi, ils ont plutôt tendance à dire que hommes et femmes peuvent utiliser ces deux outils-là, plus que les enfants hétérosexuels qui vont plus compartitionner. Et ensuite, ils ont plus souvent des expériences homosexuelles, c'est-à-dire qu'ils vont se poser la question ou avoir en tout cas des expériences plus souvent homosexuelles, sans pour autant se définir ensuite comme personne homosexuelle. Donc il y a quand même un questionnement sur la sexualité qui va amener des pratiques différentes, mais les études montrent plutôt une absence de différence. Et elles sont assez nombreuses, elles sont étalées dans le temps, c'est-à-dire que c'est des études qui sont quand même vraiment fiables. Je me demandais, les personnes que tu as enquêtées, quand elles présentaient, du coup, parce que le terme qui est utilisé, c'est le terme famille, leur famille et comment elles avaient eu des enfants, est-ce que ce qui était leur réflexion initiale, je ne sais pas si tu y as eu accès, c'est le fait de faire une famille, donc en tant qu'institution familiale, ou c'était le fait d'avoir des enfants, ou enfin, je sais pas, avoir, c'est pas un terme que j'aime beaucoup pour des enfants, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le fait de vivre avec des enfants et de les éduquer et de partager des choses avec eux. Moi, j'ai pas j'ai pas senti une différence entre ces deux manières d'aborder la question. Les femmes, elles amènent plutôt l'idée qu'elles avaient envie d'avoir des enfants. Par contre, en fait, j'ai jamais l'argument qu'elles ont envie de s'inscrire dans l'institution familiale. Déjà, elles ont en général plutôt, pas toutes, parce qu'il y a quand même une institutionnalisation des familles homoparentales, ce qui fait que quand moi je fais cette enquête-là, il y a un plus fort sentiment de légitimité de la part de ces femmes à devenir mères que les témoignages des études précédant la mienne. Mais pour certaines d'entre elles, quand même, elles disent qu'il a fallu dépasser
l'idée que quand on est lesbienne, on n'a pas d'enfant. On ne doit pas en avoir ou on n'en aura pas. Et souvent, ce qui est dit aussi, c'est que quand elles annoncent, c'est elles qui le disent comme ça, à leur famille, soit qu'elles sont avec une femme, soit qu'elles sont lesbiennes, elles n'ont pas toutes la même manière d'amener les choses. Mais elles sont vraiment très nombreuses à dire « Ma mère a dit « Ah, je ne serai jamais grand-mère ». Donc, il y a quand même cette idée, elles sont vite ramenées. Elles sont renvoyées très fort à l'idée de famille, non-continuation de la famille. Voilà, ce qui met plus sur des préjugés sur les personnes homosexuelles qui n'ont pas, ne devraient pas avoir d'enfants. Donc, elles ont un cheminement à faire pour s'autoriser parfois à avoir des enfants. C'est vraiment de cet ordre-là. Et enfin, par exemple, on pourrait se dire, maintenant elles ont accès à l'institution familiale par le mariage, et donc est-ce qu'elles en sont contentes ou pas c'est quoi la relation qu'elles ont en fait avec le fait d'avoir le droit de se marier. Donc, ce qui ressort, moi, des entretiens et qui est confirmé par une étude en cours, l'étude d'Evom aussi, qui fait beaucoup d'entretiens avec des familles homoparentales, c'est que le fait d'avoir conditionné la filiation au mariage, ça donne pas l'impression, c'est absolument ce qui se passe, ça oblige les parents homosexuels à se marier. Et en fait, il y a quelques personnes que j'ai interrogées qui sont très contentes de se marier. C'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose qu'elles vivaient mal de ne pas avoir le droit, qu'elles n'étaient pas satisfaites du Pacs, soit parce qu'elles n'étaient pas contentes qu'il y ait deux contrats différents pour reconnaître les unions en fonction de l'orientation sexuelle, soit parce que elles avaient envie de se marier. Mais la plupart, elles me disent plutôt qu'elles ont un sentiment d'être obligées de se marier. Et elles le font, plus ou moins de bonne ou mauvaise grâce. Elles le font toutes, par contre. Parce qu'en fait, sécuriser la famille en instaurant un lien de filiation avec les deux parents, c'est la priorité sans concession. C'est-à-dire, pour ou contre le mariage, elles se marient, en fait. C'est le plus important. Mais pour celles qui ont choisi de faire des coparentalités, donc avec des pères présents et impliqués dans l'éducation des enfants, le père a toujours reconnu l'enfant. Et dans ces cas-là, les parents supplémentaires, donc la mère qui accouche a le lien de filiation automatiquement avec l'enfant à qui elle donne naissance, et le père qui a reconnu l'enfant a aussi un lien de filiation. Et dans ce cadre-là, les parents supplémentaires sont privés de lien de filiation avec leurs enfants. Donc la loi, elle ne permet pas d'inclure tous les parents dans le cadre familial. Donc moi, j'ai pas senti j'ai parfois senti, mais pas souvent, une vraie une promotion de l'institution familiale. C'est pas comme ça que c'est présenté, mais c'est plutôt l'ordre des choses, dans le sens si elles ont envie d'avoir des enfants, qu'elles aient le droit de le faire. C'est plus ça qui est défendu. Moi, j'avais une autre question. Vous avez montré des exemples par rapport aux vêtements ou aux activités comme le foot sur lesquels les mères lesbiennes étaient vigilantes. Il y a d'autres sujets de ce type sur lesquels elles étaient vigilantes pour la transmission du genre ? Alors moi je me suis concentrée sur des indices qui n'avaient pas déjà été fouillés par d'autres personnes. Le terme de vigilance, en fait, la transmission du genre, elle va passer parfois par des stratégies assez conscientes, mais c'est-à-dire des manières d'indiquer aux enfants ce qu'ils peuvent faire, doivent faire, ont le droit de faire, ce qui est bien, etc. Mais elle passe aussi par l'exemple de ce qu'elle montre dans la manière de se comporter. Et donc ça a déjà été assez étudié, les manières de se positionner en tant que mère, et puis les manières de partager le travail domestique et parental et tout ça. Donc moi, je ne suis pas allée sur ce terrain-là.
Mais il faut savoir que c'est une partie importante de la transmission des normes du genre. Ou pas, ou de contestation. Donc sur ce sur quoi je me suis concentrée, c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'elles elles ont envie que leurs enfants soient plus costauds que les autres. Elles ont le sentiment qu'il faut que leurs enfants soient plus costauds que les autres, en fait, qu'ils soient mieux armés contre la stigmatisation qu'ils vont risquer. Et donc, ils et elles vont risquer. Et donc, elles vont leur fournir des outils éducatifs. Elles vont faire de la promotion de l'autonomie. Donc, ce qui correspond beaucoup à une manière démocratique d'éduquer les enfants qui caractérise les classes moyennes et supérieures, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas autoritaires dans la manière d'éduquer, elles ne vont pas privilégier l'autorité, elles vont privilégier la négociation. Voilà, l'écoute de l'enfant, de ses besoins, de ses goûts, de ses préférences, et négocier, et puis avoir plutôt des tactiques d'orientation par dénigrement ou encouragement ou négociation. Mais voilà, elles vont rarement interdire. Et ce qu'elles vont encourager, et ce que moi je pense qui est quand même en lien avec le fait d'être dans des familles stigmatisées, c'est qu'elles vont essayer d'amener les enfants à savoir défendre leurs choix, leurs particularités, donc en termes de personnalité, mais ça, évidemment on voit le lien avec et la particularité de la famille, qui doivent se blinder face aux autres et qui doivent savoir se défendre par la parole. Parce que ce qu'elles craignent, c'est aussi l'escalade de la violence, étant donné qu'il y en a réellement. C'est-à-dire des agressions homophobes et lesbophobes. Il y en a, les rapports de SOS homophobie sont vraiment très clairs là-dessus. Donc elles les préparent à une probable rencontre avec de la violence. Donc elles font attention à ce qu'ils aient des ressources discursives pour savoir se défendre en évitant l'escalade de violence. Donc ce n'est pas directement lié à la socialisation de genre, mais ça a un lien dans le sens où ce qui va les discriminer, c'est le système de genre, donc on leur donne des armes, voilà. Et parmi ces armes, il y a les récits de conception. Donc toutes les mères interrogées expliquent à leurs enfants comment ils sont venus au monde, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de mystère du tout sur toutes les étapes qui ont amené la venue de l'enfant. Donc moi, j'analyse ça comme des scripts qui vont un peu guider l'enfant dans une manière de savoir se présenter. C'est-à-dire ça va lui donner des clés de lecture valorisantes de sa famille. Donc elles vont insister sur les mamans ont s'aimé très fort, on a voulu un enfant, 2 femmes ensemble ne peuvent pas fabriquer d'enfants. Donc, alors soit on est allé chercher une petite graine dans un hôpital, soit on a demandé à telle personne de nous donner une petite graine, et on l'a mis dans le ventre de telle maman. Donc en plus, les enfants savent toujours laquelle des 2 mères les a portés. Et c'est comme ça que tu es venu. Donc et cette manière de présenter, elle insiste aussi sur les choses qui vont être communes avec la société, de manière à ce que les enfants puissent rendre lisible, encore une fois, la famille, et ne soient pas pris de court, soit parce que une des idées mises en avant, une des idées loufoques mises en avant, on va dire, par la Manif pour tous, c'était que les parents homosexuels mentiraient à leurs enfants sur les règles de la procréation. Donc ça, c'est pas du tout le cas, et elles veulent pas que leurs enfants soient pris en défaut de connaître les règles de la procréation, donc au contraire, elles vont anticiper. Et elles vont tellement anticiper qu'il y a des mères qui parlaient déjà de comment était venu l'enfant quand leur compagne était encore enceinte. C'est-à-dire parler à l'enfant encore dans le ventre de pourquoi l'enfant était là et comment il allait venir et tout ça. C'est pour dire que vraiment, elles veulent anticiper le regard social, elles veulent que les enfants se construisent avec leur récit à elles et soient prêts dès le début en fait, à savoir comment est leur famille, qui fait quoi dans la famille, c'est-à-dire le donneur c'est bien un géniteur, elle nomme bien les places de manière à ce qu'il n'y ait pas de confusion pour l'enfant. Le docteur c'est quelqu'un, le donneur c'est une autre, il faut quand même bien clarifier, pour les enfants c'est pas facile, et donc elles sont attentives à ça. Donc ça c'est une des choses auxquelles elles sont vraiment attentives. Et puis après, sur vraiment la socialisation de genre à travers l'environnement matériel, c'est vraiment sur les vêtements, les jouets, les activités que je me suis concentrée. Et donc là, j'ai insisté plus sur les vêtements parce que
Les vêtements, ce que ça montre, c'est elles n'ont pas le même usage des jouets et des vêtements. Elles sont beaucoup plus souples avec les jouets qu'avec les vêtements. Pour les jouets, en fait, on voit bien qu'elles sont beaucoup plus disposées à ce que les enfants expérimentent avec tout un tas de jouets, on va dire habituellement assignés à une catégorie de sexe. Vous voyez tous le marketing des jouets est extrêmement genré aujourd'hui, donc on voit très bien, je pense que tout le monde voit très bien de quoi je veux parler. Les jouets pour garçons sont sur une page bleue et les jouets pour filles sont sur une page rose. Moi, elles sont pratiquement jamais là-dedans, mais elles n'empêchent pas non plus les enfants de piocher dans les trucs stéréotypés quand les enfants en font la demande. C'est-à-dire, j'ai par exemple une mère qui dit, sa fille a demandé un aspirateur en plastique à Noël, et elle me dit, mais ça m'a fendu le cœur de lui offrir ce truc-là. J'ai résisté, vraiment j'ai résisté, mais c'est ce qu'elle voulait, donc elle l'a eu. Donc, à la fois, elles vont être dans une contestation des stéréotypes, mais elles vont quand même laisser les enfants piocher dans ce qu'apporte la société. Et ça, ça peut être interprété de plein de manières différentes. C'est la socialisation secondaire, donc avec les amis à l'école. C'est une étape importante pour les enfants en général. Les enfants vont avoir des demandes conformes aux autres enfants. Donc là, elles vont mettre de côté leurs convictions que ce n'est pas forcément ce qu'elles auraient envie pour leurs enfants. Et aussi, étant donné qu'elles sont dans des familles stigmatisées, sûrement parce qu'elles souhaitent que leurs enfants expérimentent comme ils le souhaitent les pratiques liées au genre. Et puis, donc elles vont être plus souples avec les jouets. Et les vêtements, par contre, ça va être beaucoup plus... elles vont être plus intransigeantes sur la présentation de soi. Quand les enfants sont petits... donc elles montrent quand même que pour les filles, elles n'ont pas envie qu'elles soient en rose Barbie. Souvent, on me dit le rose Barbie, non. Les volants, les paillettes, tout ça, pas trop. Les petits garçons sont moins surveillés sur le stéréotype de genre au niveau des vêtements. Mais elles vont quand même toujours faire attention à ce que l'enfant soit identifiable. Voilà. Donc ça, c'était à peu près... Non, c'est plutôt ça que j'ai vraiment cherché à montrer pour les enfants. Merci. D'autres questions parmi le public ? Eh bien, on va achever cette première conférence Thèse en poche à la bibliothèque Pierre Sineux. Pour ceux qui veulent poursuivre des échanges informels, je vous invite à nous rassembler autour d'un verre. Merci encore, beaucoup. Camille. Merci. Merci. Juste rappeler